Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Une adolescente de 15 ans avait été retrouvée morte, poignardée et brûlée vive à Creil dans l'Oise. Voilà, et lundi, la 5 juin, là donc c'était lundi dernier, son ex-petite amie comparait à huis clos devant la cour d'assises de Beauvais. Voilà, elle a été donc assassinée à coups de couteau avant d'être brûlée vive. La jeune femme était enceinte de lui et refusait d'avorter. Il se serait ensuite vanté du meurtre, voilà. France, c'était en 2019. Et cette pauvre gamine, il y a autre chose aussi. Presque plus triste, presque plus atroce, presque plus ignominieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on disait, oui, vous savez, Shaina, c'était une fille facile, disaient certains. Et oui, c'est pour ça que ça lui arrivait. Elle avait une tragique réputation de fille facile. En France, à Creil, dans les années 21e siècle. Eh bien, ça lui collait à la peau, parce qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles les 24 et 31 août 2017, donc 2 ans avant son assassinat. 4 jeunes gens, mineurs à l'époque, avaient été condamnés en appel à des peines, et écoutez-moi bien, auditeurs de Sud Radio, écoutez-moi bien, mes amis, avaient été condamnés en appel à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison avec sursis. Voilà, ils viennent d'être condamnés. Là, le jugement a été rendu, l'autre jugement ne fait que commencer sur son meurtrier, son assassin, Là, eh bien, ils ont été condamnés, oui, il y a quelques jours, en appel, à des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison, je répète, avec sursis. Et on a pu entendre des choses, dire des témoins, des plaidoyers ou de tribunal. On a pu entendre des choses comme « c'est normal qu'il ne voulait pas d'enfant, vous savez, celui qui l'a brûlé vive et assassiné. C'était une fille facile. Mais oui, vous comprenez, elle a accepté, ou elle a été forcée, voilà. Et après, on va organiser des marches blanches, et après, on va se plaindre, la pauvre Shaina, la pauvre Shaina, la pauvre Shaina. » Mais il y a plusieurs problèmes là, plusieurs problèmes. D'abord, je rappelle quand même qu'il n'y a pas longtemps, heureusement, ça n'avait rien à voir, et encore que le rugbyman Mohamed Awas, vous savez, on l'a vu, une caméra vidéo dans un centre commercial, en train de taper, de tabasser tranquillement, ça ne devait pas être la première fois ni la dernière fois, sa compagne, elle n'a pas porté plainte, etc. Là-dessus, une chose, ça n'a rien à voir avec le meurtre de Shaina, et heureusement, et on espère tous que ça s'arrêtera là. Mais est-ce que vous avez entendu le silence assourdissant des néo-féministes? Où était Caroline de Haas? Où était Sandrine Rousseau? Où est Clémentine Autain? Où est chaque fois que, effectivement, et à raison, quelqu'un, un député ou un parlementaire donne une gifle, etc., et à raison, elle s'en indigne. Là, cette vidéo circule depuis quelques jours, partout où on voit le type tabasser sa compagne à terre. Vous avez entendu une plainte? Vous avez entendu? Non. C'est réservé à qui? C'est réservé à une certaine catégorie de la population. Une autre catégorie, surtout, non, pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont des excuses civilisationnelles, le milieu, la famille. Vous voyez, il y a pire que les semeurs de haine. Il y a les trafiquants ou les trafiquantes d'excuses. Et je voudrais revenir à la justice. Parce que il y a eu, comme vous le savez, une agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Jean-Baptiste Trogneux, en mai dernier, il a été agressé autour d'une manifestation. Il a eu 4 jours d'ITT. Et puis, les deux d'entre eux, deux des 3 agresseurs, ont été condamnés. Là, vous voyez, mais ça ne traîne pas, là. 12 et 15 mois de prison ferme. Je dis bien de prison ferme. Et c'est très bien. Moi, je ne vous dis pas, non, c'est pas bien. C'est très bien. Des agressions doivent être condamnées de prison ferme. Mais alors, et heureusement pour Jean-Baptiste Trogneux, quand c'est Jean-Baptiste Trogneux, ça va très vite. 12 et 15 mois de prison ferme. Quand c'est Mohamed Awas, ça va aller vite aussi, avec un an de prison ferme, on verra si c'est avec bracelet électronique ou pas. Mais quand c'est Shaina,
Shaina, qui, alors évidemment, on va dire qu'elle était consentante. Hein. Je rappelle qu'elle avait 13 ans à l'époque où elle a été agressée sexuellement. Elle avait 13 ans par les gamins, là, vous savez, donc en août 2017. Et je rappelle que là, la justice a condamné en appel ces deux jeunes gens à des peines allant de 6 mois à 2 ans avec sursis, je répète, je radote, je le dirai, avec sursis. C'est quoi ça? Et c'est là quand même, où à un moment donné, quand on voit toutes ces affaires, et il y en a comme ça, vous savez, ça c'est le pire, ça a été Shaina, bien sûr, le pire, la torture, les viols. Ah, vous comprenez, elle était enceinte. Oui, mais comment? Je n'allais pas, moi, être le père de l'enfant d'une espèce de fille facile, ça ne va pas. Et alors, elle était enceinte, ben, il fallait qu'elle crève. Et elle a crevé. Et franchement, selon que vous serez puissant ou misérable, ce n'est même plus ça. Selon que vous serez d'un côté ou d'un autre, ce n'est même plus ça. C'est terrifiant qu'on soit obligé encore de voir les sociétés à irresponsabilité illimitée, les sociétés à impunité illimitée et une justice quand même quelque part à 2, 3, 4, 5, 8 vitesses. Mais ça va durer, oui, ça va durer, tant que ça peut durer comme ça, et que voilà, on va se plaindre, on fera des marches blanches, on mettra des bouquets, on va dire, ah là là là, ça aurait pu être notre sœur, ça peut être ceci, et je ne rappellerai pas Lola, et je ne rappellerai pas tout le reste, hein, et les dizaines et les centaines de la gare Saint-Charles à Marseille, à Saint-Étienne-du-Vouvray. Je ne rappellerai pas cela, mais non, il vaut mieux glorifier le chat de la voisine, il vaut mieux glorifier les petits drag queens, il vaut mieux... Non mais, où on est là? Où on est? Qu'est-ce que c'est que cette société où les mots ont changé de sens et les sens ont changé de mots? Quelle est cette société? On ne peut même pas dire qu'elle marche sur la tête. Encore faudrait-il qu'il y ait une tête. C'est fini ça. Dans tous ces états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Vous savez, la France, eh ben elle est sauvée. Comment elle est sauvée? Elle est sauvée, elle est sauvée. Vous savez qu'on se plaignait des dépenses publiques, de la dette, de tout ce qui montait, etc. Et les esprits chagrins, comme notre ami Marc Toiti qui est avec nous. Il disait oui, mais enfin, vous savez, il faut quand même régler un certain nombre de problèmes, sinon on va dans le mur. Et surtout qu'il y a 1 mois et demi encore, on en parlait. Fichte, l'agence de notation Fichte, avait dégradé légèrement notre cher et doux pays. Mais, alléluia, alléluia, voilà-t-il pas que Standard & Poor's, autre agence de notation internationale fort connue, eh bien non, on reste là où on est, on n'augmente pas et on ne dégrade pas. Il faut avoir vu la joie profonde, pratiquement orgastique de Bruno Le Maire. Alors, Marc Toiti, franchement, expliquez-nous d'abord. Bonjour, cher André, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je rappelle votre livre qu'il faut lire, Le Grand Reset, le Reset tout. Le Reset 2, il y avait eu le Reset 1. Alors, Marc Toiti, d'abord, rappelons très rapidement sur quels critères ces agences de notation notent des pays comme la France, bien sûr. Bah, c'est là qu'est le problème, effectivement, vous l'avez dit, c'est que normalement, tout était là pour qu'on dégrade la note de la France. Je vous rappelle que la note de la France, qui est donc double A, qui est donc une très bonne note, on n'est plus triple A depuis 2012, qui était la meilleure note, on s'est un petit peu dégradé, alors que d'autres pays ont résisté. Donc en fait, quelle est la nature de la notation? On regarde justement l'évolution des finances publiques, notamment de la dette publique, des dépenses publiques. Et donc, si on a la garantie que l'État fait des efforts et sur la bonne orientation, on se dit à ce moment-là, on garde, entre guillemets, la bonne note. Ça montre également la capacité de l'État à s'endetter sur les marchés financiers. Voilà, c'est ce qui permet effectivement de faire cette notation. Et là, c'est vrai que c'est très surprenant, vous l'avez dit, puisque donc il y a eu l'épisode coronavirus où là, il n'y avait plus de notation parce que tout le monde a dérapé un petit peu sur les dépenses publiques. Donc là, maintenant, ça y est, c'est terminé, c'est pas trop tôt. Mais néanmoins, ce qu'on observe, c'est que la France, elle a continué le quoi qu'il en coûte. Elle a continué justement à augmenter sa dépense publique. C'est les chiffres de l'INSEE qui le disent. En 2022, la dépense publique a représenté 58,2% de notre PIB, c'est-à-dire de notre richesse. Près de 60%. Et grâce à cela, voilà, 58,2%, ça c'est la dépense publique. Grâce à cela, nous sommes, tenez-vous bien, numéro 1 du monde.
Donc, cocorico, effectivement, vous en serez bien passé, bien entendu. Oui, Ce que je veux dire par là, c'est que avec cette dépense publique qui augmente, à la rigueur, on aurait été en droit d'attendre une croissance forte. ouais, Malheureusement, ce ouais. n'est pas le cas. Et idem sur la paix sociale, puisque là aussi, ce qu'avait dit Fitch il y a quelques semaines, il a dit attention, il n'y a plus de paix sociale ou sociétale, il y a des risques politiques, sociétaux, et donc c'est pourquoi elle avait dégradé. Et là, c'est vrai que Standard & Poor's, voilà. C'est vrai que les agences de notation ne sont plus très crédibles depuis la crise des subprimes, parce qu'elles n'avaient rien vu venir. Ouais. C'est un peu comme la cavalerie, elles arrivent après la bataille. Ouais. Mais là, justement, il y a un problème de crédibilité. C'est-à-dire que si vous regardez les dépenses publiques, ça augmente, alors que d'autres pays, par exemple l'Italie, elle a fait des réformes, a fait des efforts pour réduire sa dépense publique dernièrement. La dette publique, elle continue d'augmenter. On est à bientôt 3 000 milliards d'euros de Ouais. dette publique. Et nous sommes là numéro aussi, 1, vous dites nous sommes numéro 1 là-dessus, sur les ah oui, dépenses oui, nous sommes publiques. numéro 1 sur la Ouais. dépense publique, effectivement, comme je l'ai évoqué. Ouais. Et sur la dette publique, ça augmente. Alors jusqu'à présent, il y avait une sorte d'écran de fumée, c'est-à-dire que cette dette publique était achetée par la Banque Centrale Européenne, massivement, ce qu'on appelle la Oui. planche à billets. Donc c'est ce qui permettait d'avoir des taux d'intérêt extrêmement bas sur la dette publique. Aujourd'hui, c'est en train de changer, puisque cette planche à billets a alimenté l'inflation. Donc maintenant, la Banque Centrale Européenne a limité ses achats de dette publique. Et donc, les taux d'intérêt augmentent. C'est là la conséquence pour nous les ménages, les entreprises. Ouais. Effectivement, taux d'intérêt qui étaient en négatif il y a quelques temps, maintenant ils sont à 3% sur la dette publique française à 10 ans. Et donc, c'est ce qui fait que ça revêt un coût et un danger sur l'activité économique. On le voit aujourd'hui, il y a des défaillances d'entreprises, il y a des licenciements qui commencent à augmenter. Mais et alors- donc, tout ça fait que on avait tout pour effectivement être dégradé, alors pas être fortement dégradé. Non, non, la mais bien surprise, sûr. Mais alors, Marc Surprise. Toiti, Ça a été expliquez-nous. le cas. Vous devez savoir, alors comment il se fait? Parce que je veux bien qu'ils aient des avis différents, Fichte ou Standard & Poor's. Alors, on a dit que le gouvernement avait discuté, envoyé des émissaires avec Standard & Poor's pour discuter. Vous croyez que ça a influé? Parce que pourquoi l'un dit non, ça ne va pas, et l'autre dit non, non, tout va bien? Ah non, mais c'est sûr qu'il y a eu une influence, c'est évident, puisque de toute Ouais. façon, si on regarde les chiffres en tant que tels, c'est-à-dire sur la dépense publique, sur les déficits publics, je vous rappelle ça va encore augmenter cette année en 2023. Et alors, il n'y a plus le coronavirus, mais le déficit public va revenir vers les 150 milliards d'euros. Vous voyez, on est sur les niveaux Ouais. qu'on avait pendant le corona. Vous voyez, Ouais. donc ça doit être sanctionné. Ça n'a pas été. Dette publique, pareil. Crise sociale et sociétale, pareil. Problème de majorité également à l'Assemblée, pareil. Donc, si on est objectif, sans vouloir être, je dirais, méchant, si on est simplement objectif, Standard & Poor's aurait dû dégrader la note de la France. Mais, alors peut-être que le gouvernement l'a convaincu, on ne sait pas trop, mais le problème c'est que c'est pas que ce gouvernement-là, hein, tous les gouvernements depuis des décennies n'arrêtent pas de nous dire non, vous inquiétez pas, on va réduire les déficits, on va réduire la dépense publique, etc. Et c'est exactement l'inverse qui s'observe. Donc pourquoi là, Standard & Poor's a cru le gouvernement? Bon, très bien, il y a peut-être eu je sais pas. Ah, une mais bonne il a forme de peut-être, persuasion, il mais a c'est dû vrai, l'emmener c'est quand même déjeuner avec un très bon vin. Peut-être, non mais. Non, c'est- j'espère que c'est pas comme ça qu'on fait la note, sinon c'est quand même extrêmement dangereux. Mais Marc le Toiti, problème, si vous voulez, c'est que Oui. c'est quand même un aléa moral, ce qu'on appelle un aléa moral. Parce que s'il faut réduire la dette publique, c'est pas pour faire plaisir à Standard & Poor's, Bien c'est sûr. pour les Français. bien Parce que sûr. n'oublions pas que toutes ces dépenses publiques qui augmentent, il faut les financer. Donc si c'est pas la BCE qui achète la dette, comment on finance? Mais On alors, va augmenter les impôts. oui, mais alors C'est ça le justement, danger. oui, On va mais Marc augmenter, Toiti, réaugmenter les impôts. Et je vous rappelle qu'on est déjà numéro 1 également au point de vue mondial en termes de pression fiscale par rapport à notre richesse. Certes. Donc jusqu'à quand ça va continuer? Et Certes. que peut-on encore ponctionner? alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, et nous avons eu beaucoup d'auditeurs, enfin beaucoup, non, certains qui nous disent, mais attendez, tout ça est politique, jamais la Banque Centrale Européenne ne lâchera la France. Donc, disons que ça peut continuer, je ne dis pas jusqu'au bout, mais ça peut continuer comme ça encore longtemps, on va quand même pas laisser tomber un pays comme la France, donc on va s'arranger. Qu'est-ce que vous... C'est le problème de l'accoutumance. Hein. C'est comme les drogués. Tant qu'ils se droguent et qu'ils n'ont pas d'overdose, effectivement, ils peuvent faire toute leur vie. Donc là, c'est exactement pareil. On est sous perfusion de morphine, si vous voulez, de cette dette publique qui est en partie financée par la BCE. C'est vrai qu'on voit mal la BCE lâcher la France, évidemment. Mais le drame, c'est que si on ne fait rien, s'il n'y a pas de sanctions, notamment des agences de notation et donc des marchés, et donc des investisseurs. Je vous rappelle que la moitié de la dette publique française est détenue par des étrangers, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et donc, ça veut dire que si il n'y a pas de sanctions, ça veut dire que le gouvernement va continuer. Moi, vous savez, j'ai vu tous les présidents, les premiers ministres, les ministres de l'économie depuis 25 ans. Je leur avais toujours dit, faites attention, si vous dérapez, les taux d'intérêt vont augmenter. Et donc, là, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Regardez, il n'y a pas de problème. On augmente notre dette publique, on augmente notre déficit, finalement tout se passe bien. Donc on n'a aucun intérêt
à faire autre chose. Et le drame, c'est qu'après, qui va payer? Ben, c'est les Français. C'est les Français et c'est nos fils. Au travers de l'imposition. Oui. C'est ça qui est dramatique. Oui, mais Marc Toiti, juste un mot. Nos créanciers, vous dites que la moitié, effectivement, des créances sont aux mains d'étrangers. Est-ce qu'ils bougent ou ils bougent pas, ou ils sont? C'est très important techniquement et autres, parce que ça, vous pouvez nous expliquer, nous on ne sait pas. Est-ce que les créanciers, disons, internationaux, étrangers, etc., sont axés, on les yeux tournés vers la Banque Centrale Européenne, et tant que la Banque Centrale Européenne leur dit vous pouvez investir en France, il n'y a aucun problème, vous pouvez garder ça va tenir, tout le monde va tenir. Il dit bon, on verra dans 50 ans, après nous le déluge, quoi. Voilà, mais il y a deux choses, si vous voulez. C'est que, effectivement, donc, ces investisseurs sont, entre guillemets, rassurés, mais ils l'étaient aussi sur la Grèce jusqu'en 2010. Les investisseurs étrangers achetaient énormément de dettes grecques jusqu'en 2010 en disant il n'y a pas de problème, il y a la BCE derrière, etc. Puis on a vu comment ça s'est terminé ensuite. Donc oui, ensuite c'est le principe de la corde. Donc là, la corde, elle tient sur un fil. Donc tant que le fil, il tient, ça va. Mais une fois que le fil, il casse, la corde va casser. Donc ça, évidemment, on ne peut pas, on fait tout pour que ça casse jamais. Alors il y en a certains qui me disent oui, ça ne cassera jamais. Moi, j'avais des investisseurs américains la semaine dernière qui me disaient ça va continuer comme ça éternellement. Peut-être, mais globalement, c'est sûr que c'est une fuite en avant qui, plus on tarde à réagir, plus quand ça va exploser, ça va faire mal, bien entendu. Donc c'est là où c'est très dangereux, ce que j'appelais un aléa moral. Quand on se dit finalement, voilà, la BCE, la zone euro, tout va bien, sauf qu'on oublie de dire qu'au sein de la zone euro, avec l'Allemagne notamment, il y a des dissensions, il y a certains pays qui, eux, ont fait des efforts, même l'Italie, par exemple, même la Grèce ont fait des efforts en termes de réduction de leurs dépenses publiques. Il n'y a que nous, les Français. Vous savez, les pays scandinaves, on dit, regardez, ils ont beaucoup de dépenses publiques par rapport à nous, plus que nous. Même eux, ils ont compris qu'il fallait arrêter. Donc, ils ont réduit leur poids de la dépense publique. Et nous, et ça marche mieux. Et nous, on continue. Donc, tout le problème est là, c'est qu'on est dans le déni de réalité permanent. Mais Marc Toiti, pour juste, est-ce que nous, on savait qu'on était des cigales, en tout cas on le sait depuis quelque temps, est-ce que l'Allemagne reste une fourmi ou elle se cigalise, si je peux permettre ce néologisme? Alors, si vous regardez les chiffres, pour l'instant, la dette publique en Allemagne, c'est 69% de leur PIB. Nous, c'est 112%, bientôt 115%. Ah oui, donc, il y a quand même un écart énorme. Vous voyez, si vous regardez les dépenses publiques, c'est à peu près 49% de leur PIB. Nous, on est à 58,2%. Donc, pour l'instant, elle est toujours fourmi, mais il n'y a pas que l'Allemagne. Il y a également les Pays-Bas. Je parlais même tout à l'heure des pays, donc les pays du Nord. Même la Belgique, aujourd'hui, commence, essaie du moins de faire des efforts. Même l'Italie, il faut savoir que l'Italie, aujourd'hui, elle réduit sa dépense publique par rapport au PIB. L'Espagne, etc. Donc, c'est là ce qui aujourd'hui est dangereux. C'est que nous, les Français, on commence à être les mauvais élèves. Et à la rigueur, s'il y avait derrière une croissance forte, on pourrait dire, c'est pas grave. S'il y avait la paix sociale, on pourrait dire, au diable l'avarice. C'était même pas le cas. Donc, on met énormément de dépenses publiques, alors que les services publics se dégradent. Donc, où va l'argent? C'est toute la difficulté. C'est qu'on se rend compte que c'est pas un problème de quantité de dépenses publiques, mais de qualité de cette dépense publique. Et ça, évidemment, on n'ose pas affronter la réalité. Donc, évidemment, on nous fait des beaux discours. Ça fait, 25 ans que je vois les mêmes discours, donc on a l'habitude maintenant, on est blasé. Mais quand même, la question de savoir jusqu'où ça peut durer. Et c'est ça qu'aujourd'hui est dangereux. Et maintenant, on le voit. Mais je rappellerai que les agences de notation notaient quand même AAA les dettes subprime jusqu'à ce que ça explose. Quelques semaines avant, elles étaient encore AAA, les dettes subprime. Donc ça ne veut rien dire, cette notation. Ça ne sert pas à grand-chose. Et moi, je trouve qu'il y a un problème de crédibilité de la France. Et également des agences de notation qui ne font pas leur boulot. Voilà, j'allais revenir, Marc Toiti, aux agences de notation. Honnêtement, faut-il les prendre au sérieux? Parce qu'apparemment, dès qu'une agence de notation rend son verdict, toute la presse économique, et pas seulement, en parle. Ou bien faut-il regarder tout ça avec circonspection? Non, si vous voulez, c'est vrai que justement jusqu'à la crise des subprimes, elles avaient une certaine crédibilité. Depuis, elles ont beaucoup perdu en crédibilité. C'est clair que même s'il y avait une dégradation, ça n'aurait pas changé, je dirais, la face du monde. Ça c'est clair. Mais néanmoins, encore une fois, d'où l'intérêt de faire son travail, au moins de faire son travail. Mais là aujourd'hui, elles ne sont pas le cas. Donc finalement, c'est une sorte de thermomètre un petit peu truqué. Donc ça sert à rien de le regarder, bien entendu. Donc ce qui veut dire que voilà, c'est une des informations qui est là, mais elle n'est pas déterminante. Par contre, vous savez, encore une fois, ça fait 25 ans, 30 ans que je vois l'évolution des marchés. Le problème des marchés, c'est un peu comme les enfants, c'est-à-dire qu'il faut leur donner la direction. Tant qu'on ne leur donne pas la direction, ils font tout et n'importe quoi. Mais une fois qu'on leur a donné une direction, alors là, ils peuvent changer complètement, effectivement, leur fusil d'épaule. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'une fois que la psychologie change, regardez la crise grecque, par exemple, ça peut aller très vite. Tout peut changer, tout peut basculer. Donc, si jamais on bascule,
C'est ça le problème. On n'a plus de marge de manœuvre. On C'est ne ça. peut pas relancer la dépense publique parce qu'elle est déjà énorme. On ne peut Mais pas faire la planche à billets. En fait, ce que vous dites, voilà, on est bloqué. je comprends. Ce que vous dites, Marc Toiti, votre discours, la ligne rouge, c'est au fond que font les princes qui nous gouvernent, d'ailleurs d'aujourd'hui ou d'hier. Hein, il ne s'agit pas de prendre pas une position politique au sens gauche-droite ou autre. Oui. C'est qu'est-ce qu'il faut pour prendre le taureau par les cornes. C'est ça. Ben, j'ai envie de dire simplement, tout l'enjeu, si vous voulez, c'est un problème de crédibilité. Donc il faut une direction, il faut qu'on ait des dirigeants qui soient crédibles et qui nous disent voilà où on veut aller et on va s'y tenir. Parce que dire évidemment on va y aller puis finalement on fait l'inverse, ça ne sert pas à grand chose. Bien Donc sûr. tout l'enjeu aujourd'hui est là, c'est que malheureusement les dirigeants, c'est pas qu'en France, hein, c'est un peu mondial, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, on a l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est ça, ou alors qu'il y a un pilote, mais il ne sait pas bien conduire. Donc, si vous voulez, c'est ça le danger. On avance, on dit, de toute façon, on n'a plus le choix, on est dans l'avion, donc il faut que l'avion avance, mais on ne sait pas trop comment on va atterrir. J'espère qu'on ne sera pas Marc Toiti. Le pilote n'est pas forcément bon. Oui, et pas seulement ça, j'espère qu'on n'est pas. J'espère ça, c'est une vision, je dirais, un peu optimiste, parce que la vision peut-être plus pessimiste, c'est qu'on est en chute du 60e étage, on est au 40e et on dit jusqu'ici tout va bien. Oui, on peut dire ça aussi, effectivement. C'est tout le danger. C'est tout. Merci beaucoup, Marc Toiti. Merci pour vos éclaircissements. À bientôt. Reset 2, le livre de Marc Toiti. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkoff avec Fabien Moine, éditeur, auteur, réalisateur du documentaire Suspendu des soignants entre deux mondes. Il vient pour nous parler de son dernier livre, Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde, fractal et chaos d'une société nouvelle aux éditions Exuvie. Bonjour Fabien Moine. Bonjour à vous. Alors Fabien Moine, effectivement, votre livre, c'est un pamphlet, c'est un cri d'alarme, c'est un cri du cœur, c'est un cri du cerveau aussi. C'est un livre, qu'on soit pour ou qu'on soit contre et qu'on discute des soignants suspendus, que certains disent non, il fallait qu'ils se vaccinent ou pas. Il faut lire ce livre. Il faut lire ce livre parce qu'il pose vraiment des problèmes qui vont, je dirais, au-delà même du sort. Et ça n'était pas un sort facile. On en a parlé suffisamment ici, comme vous le savez. À Sud Radio, on était parmi ceux qui, effectivement, disaient, attendez, il n'y a pas dans la vie des citoyens de seconde zone ou des sous-hommes. Et puis surtout quand on sait que qu'est-ce qui protège de la transmission, de la contamination, et on le sait aujourd'hui de façon très claire, on le savait depuis quelque temps. Mais vous allez plus loin, Fabien Moine. Ce dont vous parlez, c'est de cette société dans laquelle on vit, pas seulement en France, hein, mais ailleurs, cette société de surveillance, cette société d'apartheid, parce qu'il y a eu un apartheid, il faut le dire, qu'on le veuille ou pas, un apartheid économique et autres, même s'il a touché quelques milliers de personnes, mais quelques milliers, c'est déjà beaucoup. Comment on trie, etc. Et ça vous est venu très vite, ou ça est venu après ce documentaire que vous avez fait? Comment vous avez réagi? Vous avez dit, il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Il y avait déjà le constat d'urgence il y a un peu plus d'un an où vous m'avez reçu en mai l'année dernière de vouloir faire ce documentaire très vite, en 3 mois. Donc suspendu des soignants entre deux mondes, pour essayer de témoigner une réalité qui était très peu présente dans les médias ou alors hyper caricaturée. Et ce qui fait que l'opinion publique n'avait pas d'informations quasiment, n'a même pas connaissance du phénomène des soignants suspendus. Donc je l'ai fait dans l'urgence et je l'ai vu comme un outil de médiation entre d'une part les soignants et le grand public. C'est pour ça que je l'avais fait en 2 parties. On va dire une partie où c'était gratuitement accessible en ligne pour que personne n'ait de prétexte et de ne pas pouvoir être tenu au courant de ce sort-là. Et puis l'autre chose, dans les salles de cinéma, pour qu'il y ait des échanges après, a posteriori, et pour que les citoyens puissent questionner, et puis pour que chacun, qu'on soit pour ou contre, je dirais peu importe, mais qu'il y ait un seul rassemblement. Ce qui existe très peu aujourd'hui dans la société. On est vraiment dans la division, dans le réductionnisme. Et finalement, on en est à plus de 150, quasiment 200 projections. Alors je pensais que ça allait s'éteindre en septembre 2022. Oui, et là, ça continue. Ça continue encore au cinéma. Et les salles sont remplies. Alors Fabien Moine, ce qui est aussi, vraiment, je souhaite à votre livre d'avoir non seulement le même succès, encore plus de succès et plus de circulation. Je voudrais lire un passage de votre livre qui, pour moi, est par rapport aux soignants suspendus. Vous avez dit ceci: ces repères perdus, les suspendus, les font émerger comme autant de bouées.
la perte de sens, de subtilité, de finesse ou l'absence de transcendance. C'est cela qui se fait jour en premier lieu par leur questionnement et leur critique systémique qui viennent mettre à mal l'équilibre binaire d'un univers simpliste. En étant pour ce monde à la fois soignant et maltraitant, dévoué et égoïste. Oui, on les accusait de tout et du contraire, bien sûr. Prudent et irresponsable, scientifique et anti-science, vacciné et anti-vax, courageux et lâche, pragmatique et complotiste, il fissure la fragile coquille de ceux dont la pensée a régressé au point de devenir grossièrement binaire. Pourquoi est-on devenu aussi grossièrement binaire, ou en tout cas une grande majorité, en tout cas, qu'elle soit médiatique, politique, experte, scientifique ou médicale? Alors je pense que c'est l'information. Vous êtes dans le journalisme et dans la quête d'information depuis des dizaines d'années, donc vous voyez où je veux en venir. Là, on va prendre le temps, 3/4 d'heure pour parler. C'est rare en fait. C'est rare d'avoir le temps, c'est rare de pas se voir couper la parole. Et on est dans l'immédiateté de l'information et dans le réductionnisme pour avoir ce que j'appelle une pensée prête à l'emploi. Et donc, mais la complexité... Prête à porter. Ouais, exactement. Prête à porter. Oui, c'est ça, parce qu'il faut afficher sa pancarte. On doit être de droite, on doit être de gauche, on doit être pour, on doit être contre, on doit être anti, on doit être pro. Et en fait, ça a plus de sens. Et puis, si on essaie de mettre de la nuance, et ben tout de suite, ça devient louche. Moi, il y a des journalistes qui me disent, ouais, mais là, ce que vous faites, c'est confus. Je dis non, c'est complexe. Parce qu'évidemment, dès qu'on touche un sujet, il faut partir en arborescence. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont détaillées. Et en fait, tout de suite, il y a la pression aussi, il y a la pression des médias à réagir à l'info, à aller tout de suite vers une immédiateté pour être le premier à sortir la chose, quitte à sortir même sous forme de slogan, sur efficace, bref, ou pro, anti. Et puis, il y a aussi l'individu qui ne prend pas assez le temps de s'informer, et du coup, qui va aller vers, on va dire, une synthèse de ce qui lui a été proposé de manière assez mal digérée. Je parlais avec quelqu'un ce week-end. Il me disait, en fait, je me suis rendu compte en ouvrant Télérama que dans les dîners d'amis que j'allais, il me régurgitait les chroniques en me disant, j'ai vu le dernier film de Pablo Almodovar et blablabla, et de tous les arguments qui étaient sortis, c'était ceux écrits dans Télérama. Par la critique, ouais. Voilà. Et donc, il n'y a plus de pensée personnelle. Mais ça demande du temps. Ça demande de s'informer, ça demande de la nuance, et je pense que ce temps-là, on ne l'a plus, et on a vu que la société, vous parlez d'apartheid, elle a été effroyablement divisée rapidement. T'es vacciné ou pas? T'es pour ou contre? Pour ou contre Raoult? Et ben ça dépend. En tant qu'épidémiologiste ou en tant que phénomène d'actualité, on n'en sait rien. Non, c'est ça. Il faut être pour ou contre complètement, tout de suite. Et c'est ça qui est fou. Et les soignants, on leur a dit anti-vax. Mais je dis, mais ils ont tous leur vaccin un jour. Ça peut pas faire sens. Ils vaccinent tous les jours eux-mêmes. Donc on peut pas leur donner cet argument-là. Et pour le coup, de leur dire ce sont des irresponsables, ils demandaient juste du temps par rapport à cet essai clinique de dire qu'on a un peu plus de recul. Donc au contraire, ils étaient prudents et non lâches. Et donc du coup, on peut être tout et son contraire selon l'instant sacré de l'information. Donc on peut applaudir des soignants, ou alors bloquer la porte de sa voisine parce que on a peur qu'elle nous contamine, ou alors les jeter, les vouer aux gémonies parce que aujourd'hui ça sera la mode. Donc l'idée, c'était de ramener de la complexité, de la nuance, et puis de prendre le temps et de dire que quand on est dans une effervescence d'information, en plus on est fragile psychologiquement, il est très difficile d'avoir de la lucidité pour savoir vraiment où se positionner, puis on va agir souvent par mimétisme plutôt que par intention personnelle. Et donc il y a eu effectivement une espèce, et ça vous en parlez très bien dans votre livre, Fabien Moine, il y a eu une espèce de doxa qui s'est installée, de discours dominant, il dit c'est ça. Et ce discours dominant, évidemment, était basé, il faut dire, parce que pas que tous ceux étaient, ils avaient peur. On a installé quand même un formidable management par la peur. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça ou ça ou ça, vous vous rappelez du confinement, l'auto-attestation, les masques, les gestes barrières, tout ça, très bien. Mais si vous ne faites pas ça, eh ben, vous allez mourir. C'était ça qui passait, et vous opposez ces personnes, milliers, dizaines de milliers, etc., qui ont dit oui, mais nous on veut prendre le temps, on peut pas faire ça tout de suite, c'est pas possible, il faut qu'on réfléchisse. C'est ça. C'est ça, c'est de pas réagir sous le coup de l'émotion. Aujourd'hui, il y a bon nombre de livres qui sortent, et la presse mainstream s'en offusque, que ce soit les livres de Pierre Chaillot, d'Alexandre Henrion-Caude, et ça s'appelle le temps long. Ça s'appelle le temps de l'analyse et de l'expertise. Et sur le temps court, on va réagir aux sentiments, aux émotions, et puis si on a peur de mourir, peut-être qu'on fera des choses irraisonnées, qui n'iraient pas le sens de notre instinct, mais on va être conditionné par les échos qu'il peut y avoir en nous. Là, par exemple, en arrivant ce matin sur Paris, je vois les motos de la Brave, je vois des cortèges entiers de CRS. Je veux dire, ça met dans un climat un peu de tension, on n'est pas très serein.
Et ben évidemment, il y a les manifs aujourd'hui. Voilà, il y a les manifestations aujourd'hui, donc on se dit, bah là, mais si on répercute ça sur des mois entiers, si les bandeaux lénifiants de CNews ou de BFM disent tant de morts aujourd'hui, et tant de morts demain, et tant de morts hier, et dans le monde tant de morts, tant de cas contaminés, tant de tests positifs, attention aux EHPAD, etc. Bah, ça Jérôme Salomon, là, les discours de Jérôme Salomon. Oui, c'était fantastique quand même. Ouais. Et donc là, par contre, quand il y a ça, c'est sur le temps court, et là, on est prisonnier de son émotion, et ben, on va réagir un petit peu comme de manière massifiée. Et puis, sur le temps long, on va se rendre compte que finalement, d'après les statistiques de l'INSEE, il n'y a pas eu de surmortalité sur cette période-là. Et... Alors juste, vous dites, vous donnez les chiffres dans votre livre, quand même, pas beaucoup, c'était pas, mais vous dites, et vous confirmez cela, vous dites le Covid a tué officiellement 0,01% des moins de 70 ans infectés sans traitement, alors qu'une hécatombe était présentée en boucle. Oui, c'est ça. C'est que à chaque fois, quand on demandait aux personnes, parce que c'est le retour au réel qui est intéressant, dire d'accord, tu as peur, mais autour de toi. Autour de moi, non, mais à la télé, 3 petits points. Et donc, on était dans quasiment une projection holographique d'une société parallèle qui n'existait que sur les médias, où on nous montrait des services de réanimation blindés, certes, mais parce que très peu de services étaient habilités à recevoir des réanimations Covid. Il n'y en avait qu'une poignée en France. Alors même qu'on, dans le même temps, on fermait des services de réa Covid, comme à Nantes, comme à Strasbourg. Donc en fait, il y avait 2 réalités parallèles qui se côtoyaient. D'un côté, des citoyens absolument effrayés à l'idée d'être contaminés ou de mourir, et de l'autre, finalement, des statistiques qui ne bougeaient pas. Et on le voit, on l'a vu avec les stats, c'était en moyenne des gens de 80 à 85 ans qui décédaient, enfin de plus de 80 ans, on va dire. Et puis, beaucoup de comorbidités, mais ce que pudiquement on n'a pas osé appeler obésité, mais c'était vraiment ça le réel. Obésité. Ouais. Surtout que on disait mort du Covid, alors que souvent c'était mort avec le Covid. C'est ça. Il y a eu le flou. Donc en Italie, il y a eu vraiment ce travail de décortiquage méticuleux de dire qu'est-ce qui est parti avec est dû au Covid. Et en France, on l'a pas trop fait. Il y a beaucoup de demandes de statistiques qui sont faites par des chercheurs et des scientifiques qui n'aboutissent pas. Et c'est ce temps long là qui est intéressant, justement de revenir là au réel et de sortir de l'émotion. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le livre, à la fois une synthèse où j'ai essayé de poser des galons de réflexion, puis en même temps le côté un peu pamphlétaire pour dire il y a matière quand même à s'embraser. Oui, ça c'est ça. Et vous embrasez. Et en tout cas, c'est très intéressant, encore une fois, qu'on soit d'accord avec vous ou pas. Mais c'est vrai que vous dites bien, c'est 15 septembre 2021, le discours du 2 juillet 2021, discours du 15 septembre 2021. Et on va parler de ce que ça a marqué dans la société, la nôtre notamment. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 pour interpeller Fabien Moine sur son livre Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde, fractal et chaos d'une société nouvelle. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors justement, on parle avec Fabien Moine et son livre, encore une fois un pamphlet passionnant, Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde. Alors on va lui demander pourquoi ce sont les soignants suspendus qui représentent pour lui les citoyens d'avant-garde, mais en tout cas, c'est un vrai enjeu. Et il parle aussi de cette France tournée vers l'individu, et il fait remonter ça à notamment à un certain mai 68, et il cite à l'époque un 68 tard, et il cite effectivement ce que disait Daniel Cohn-Bendit, pour ne pas le citer, sur LCI en 2020. Il a lancé, et ça, on a le sonore, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'ils aillent se faire foutre. Et puis il ajoutait, réquisitionnons les salles de sport en banlieue et dites aux mômes et à leur famille, venez vous faire vacciner et vous pourrez rejouer au foot. Voilà, la carotte, sans aller jusqu'à la fellation que proposaient certains hôpitaux genevois. Voilà, écoutez, si vous faites vacciner, vous allez avoir une belle gâterie. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça imprime? Vous dites donc que vous remontez pas très loin ou trop loin, Fabien Moine, en disant mais c'est l'individualisme qui a créé cette espèce de rupture, en disant rien ne m'intéresse à part moi-même et mes proches. Après moi le déluge, c'est un petit peu ça. L'idée c'était de remonter, à peu près aux années 60.
Au moment où il y a eu la perte de beaucoup de sacrés, il y a eu l'effervescence de la technologie, le plein emploi, la grande consommation, et on s'est tourné vers une société de plaisir. Hédoniste, complet, oui. Hédoniste, complètement. Et consommatrice, à mort. Extrêmement, ultra consommatrice, partir en vacances, dépenser pour tout et rien, avoir une voiture, avoir vraiment 2 voitures. Et pourquoi pour pas un ménage. Pourquoi pas, mais sans se poser vraiment la question, juste par mimétisme, de dire il y a de l'argent qui rentre, qu'est-ce qu'on peut en faire? On va en placer sur le livret A, puis on va un petit peu se faire plaisir, et puis une voiture, un micro-ondes selon l'époque. Et là, on n'a plus été trop tourné vers la communauté, voire même sur ses besoins, mais sur ses envies, sur ses plaisirs, voire même sur ses désirs. C'est pour ça que je parle de société du désir, où en fait petit à petit on s'est tourné vers nous-mêmes, vers quelque chose de très nombriliste. Et c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Daniel Cohn-Bendit, où cette révolte finalement étudiante, quand on le regarde avec le recul, était plus sociétale que sociale, et qu'on regarde qu'elle n'a pas vraiment défendu une classe, mais plutôt une catégorie qui sont aujourd'hui devenus une petite bourgeoisie. Et puis pour ça j'ai fait la blague Dany le vert, Dany le rouge, Dany le vert, Dany le jaune pour la traîtrise, et Dany le sombre, avec le terme qu'il a choisi, et qu'aujourd'hui il est, on va dire, dans l'establishment complet au Parlement européen, en se souciant absolument pas du sort de ses concitoyens qui sont dans la souffrance. Et c'est un peu, on va dire, cette représentation sociale, c'est le glissement aussi de la gauche, qui ne défend plus la classe sociale et les travailleurs. Oui, vous êtes très très dur dans votre livre avec la gauche. Vous dites que la gauche a abandonné le peuple, a abandonné... Oui, vous dites... Ceux-ci, au lieu de s'occuper des vrais problèmes des gens, ils se sont occupés des minorités, des woke, des ceci, des cela. C'est ce que vous dites. Vous faites un... Clairement, oui. Je suis très remonté parce qu'évidemment très déçu. Moi, je viens plutôt d'un milieu très à gauche. Et en fait, il n'y a plus de représentativité parce que aujourd'hui, on défend des concepts plutôt que des travailleurs. Et il était attendu que la gauche, à travers ses partis politiques et ses syndicats, défendent ces travailleurs-là qu'on venait bafouer au niveau de leurs droits. Clairement, il n'y a pas eu de voix qui se sont élevées. Et on a plus pris le temps de défense des causes sociétales à géométrie variable. Et là, aujourd'hui, c'est le wokisme. Et demain, ça sera autre chose. Et c'est pas dangereux, en fait. Et on se met pas dans le sens contraire au système. C'est finalement... dans une logique du capital, c'est pour ça que je dis que le capital est ravi de woke et compagnie. Enfin. En plus, là, on peut refaire un business dessus, on peut donner des subventions, on peut faire plein d'assos, on peut venir s'étaler dessus joyeusement. Et donc c'est assez sordide parce que ces travailleurs-là sont retrouvés avec une suspension de contrat de travail qui est contraire au droit du travail et sont fait représenter par aucun syndicat au niveau national. Et j'en profite pour saluer l'immense travail du syndicat Liberté Santé qui a dû se créer, c'est-à-dire un syndicat a dû se créer pour défendre ces travailleurs-là. Pour défendre les soignants suspendus. Ouais, avec 9000 adhérents rapidement et plus de 500 000 euros de dons reversés à des soignants suspendus, là où il y avait eu on va dire une absence de prise en charge de la part des partis de gauche ou des syndicats. Et comment vous l'expliquez ça? Comment vous expliquez quand même que ces partis de gauche, ils sont nombreux, c'est vrai, on est tous de la gauche Orwell et compagnie, en fait, de la gauche qui... Comment vous expliquez que c'était parce que c'était trop compliqué, en fait, ils avaient bouffé le système, dans le système, et il fallait le garder? Alors, il y a ça, quand on voit, on va prendre une personne comme Cahuzac qui se disait de gauche, il y a le compte en Suisse, et on sait que le compte en Suisse s'était approvisionné largement par le plus grand laboratoire pharmaceutique qui a produit des injections expérimentales. On se dit, ça remonte à loin, et qu'il y a un système de corruption qui s'est laissé aller, et puis que d'une base militante, on va dire, très forte, aujourd'hui, on se retrouve à l'Assemblée nationale, et il y a plus de travailleurs, vraiment, il y a plus d'ouvriers, il y a plus de professions manuelles, vraiment, il y a des professions du tertiaire, c'est des notaires, des avocats, des médecins, mais qui ne consultent plus, donc des professions un peu hors sol qui sont dans les papiers. Et il n'y a plus vraiment d'ouvriers, de classe populaire, et ça traduit aussi le détachement de la base, ce qui fait que ces gens-là sont effroyablement étonnés de se dire notre base électorale s'est déportée vers l'extrême droite, qui se retrouve être la seule, peut-être par opportunisme, à avoir été sur ces questions-là. Et en fait, l'individu moyen ne sait plus trop où donner de la tête, ce qui explique, à mon avis, une très large abstention, ce qui est dommageable, mais qui représente aussi l'absence de sens de cette politique. Et pour moi, je le greffe vraiment à 2 générations en arrière, où il y avait les lignes très clairement démarquées, et la perte de sacré dans les valeurs défendues, et puis qu'au final, on peut se laisser aller, et puis que la consommation est au-dessus de tout. Et on remarque cette finalité quelque part où certaines personnes leur disaient oui mais quand même là tu fais quelque chose, est-ce que c'est vraiment le monde que tu veux laisser à tes enfants? On verra bien.
sous-entendu, je ne pense plus, je ne pense même pas aux miens. Après moi, le déluge. Exactement. Et ça, pour moi, c'est tout cet héritage de la société du désir. Je fais des références à Guy Debord, évidemment, à la société du spectacle. Et puis de dire justement que dans cette information, il y avait quelque chose qui était très cynique au fond. Donc là, je vous cite dedans, comme d'autres médias, comme Nexus, qui a fait le travail aussi, comme François. Comme vous l'avez dit, vous avez invité à donner la parole aux soins suspendus. Mais dans les médias mainstream, le seul qui l'ait vraiment fait, c'est Cyril Hanouna. Et donc là, pour moi, c'est toute la société du plaisir qui est montrée, c'est-à-dire l'endroit le plus spectaculaire, au sens deborien du terme. On a assisté à une spectacularisation de la détresse des soignants suspendus avec Olivier Véran qui siège magistralement et puis la cour de gueux autour, les soignants suspendus qui implorent de pouvoir avoir une petite obole à la fin du mois pour pouvoir ne plus dormir dans la voiture ou dehors. Mais certains l'ont insulté aussi, hein. Bien sûr, exactement, ils nous sont rentrés dedans, mais c'est quand même drôle que ça soit dans cet espace médiatique-là que ce soit passé le seul moment d'agora autour des soignants suspendus. C'est très vrai. Et juste un mot là-dessus. Vous dites quand même, avant de recevoir nos éditeurs, vous parlez on sent que vous êtes très, et c'est légitimement marqué par ce sort des soignants suspendus, je le rappelle, 0 €, 0 centimes, pas d'indemnité, rien, renvoyé avec interdiction de travailler ailleurs. Et ça a été des milliers de gens. Bon, il y a de la discussion sur les chiffres. Effectivement, Michel Rivasi, qu'on reçoit souvent ici avec plaisir, allait jusqu'à 130 000, d'autres disaient 4 000 ou 15 000. Enfin, le problème est qu'il y a eu cela. Et vous, ça vous a totalement choqué, bouleversé. Je compte parmi mes amis beaucoup de soignants suspendus, et c'est des gens qui profondément aiment les autres, et ils aiment leur métier, et c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais escompté d'argent. D'ailleurs, il y en a qui ont continué à soigner gratuitement, quitte à être convoqués et radiés par l'ordre des médecins. Et en fait, ça m'a peiné parce que j'ai vu des personnes qui se mettaient en retrait de la société, qui mettaient leur famille en danger, pour continuer à prendre soin de l'autre en disant on ne sait pas, c'est un traitement expérimental, peut-être qu'il est bien, il est peut-être pas bien, mais en tout cas moi, je dois exercer mon droit de retrait, je ne peux pas mentir. Et je ne vais pas tricher en faisant un faux, certains ont fait ça, il n'y a pas à juger, mais je veux manifester à la société qu'il y a un problème. Et pour moi, c'est sacré. Et c'est justement en contradiction avec ce qu'on disait après moi le déluge, je me mets au devant. Et c'est en cela que j'ai choisi le titre de citoyen d'avant-garde. C'est-à-dire que pour moi, la société qu'on doit reconstruire, parce que là, elle est en effondrement absolu, elle doit être basée sur l'amour de l'autre, la bienveillance, la prudence, et le fait d'être délicat et respectueux, y compris envers les personnes qui ont des opinions opposées aux nôtres. Ouais. Lucien, je crois qu'il serait bon d'accueillir peut-être, je suis sûr qu'on a beaucoup d'auditeurs. Il serait très bon de les accueillir, le nombreux auditeurs qui nous appellent, et on commence avec Thomas de Nantes. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Moine. On vous écoute Thomas. Félicitations pour votre film. Oui, je voulais revenir sur le film puisque c'est l'objet de l'invitation d'aujourd'hui. Monsieur Moine a parlé tout à l'heure d'une caricature des soignants qui était faite dans les médias la plupart du temps. Je pense aussi que le film est une caricature d'une certaine façon puisque aujourd'hui, personne, et vous venez de le rappeler, n'est capable de dire qui ont été ces soignants suspendus, dans quelle région et quels étaient les métiers exercés. De la même façon que moi je suis directeur d'EHPAD, j'étais directeur d'EHPAD, et on ne compte pas toutes les personnes qui sont attachées au service de la santé, dans le social, dans le médico-social, dans le sanitaire, et on peut aussi compter à la CPM des personnes qui se sont refusées à cette vaccination. Et donc aujourd'hui, personne n'est capable d'identifier le nombre et la qualité et la qualification de ces personnes. Et je crois que ça commence par là. Pour pouvoir rendre visible un phénomène. Aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, c'est un jour de manifestation, les syndicats sont dans la rue. On peut s'étonner que les syndicats soient pas tous descendus dans la rue quand il s'est agi de faire cette suspension des soignants sans activité, sans possibilité d'avoir une rémunération et sans possibilité non plus de se former. L'État à aucun moment n'a proposé aux soignants suspendus de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ et d'assumer effectivement leur choix en faisant une nouvelle formation. Merci. Oui, merci Thomas. Je voudrais que, justement, je crois que vous avez posé le problème.
Combien sont-ils? Qui sont-ils? Ça, c'est la grande question. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé, ça va faire double écho avec la question de Thomas, du syndicat Liberté Santé, qui à la fois se propose de soutenir les soignants donc comme unique syndicat au niveau national, mais surtout le but c'était d'enfin recenser ces soignants suspendus, parce qu'on ne sait pas. Donc vous avez déjà reçu Elsa Ruyère des Collectifs Unis ici. Tout à fait. Beaucoup de personnes en France. Mais personne n'a les chiffres. Personne n'a les chiffres. Et en fait, ça serait tout simple. Ça serait de demander aux institutions hospitalières au moins de faire redescendre les chiffres, mais ce qu'a dit Thomas est très juste. On compte même les jardiniers. Il y a des jardiniers qui ont été suspendus. Moi, je viens plein des professions extrêmement bigarrées. Parce que dès l'instant qu'on prend la parole sur ce sujet, on agrège autour de nous tout un tas de mails, on nous arrête dans la rue. Et donc, des fois, il y a des professions, je suis extrêmement surpris. Parce que potentiellement, j'aurais pu être en lien, par exemple, le jardinier, il doit arroser les balcons des gens dans les EHPAD. Et donc, il y a des jardiniers qui ont été suspendus, des agents techniciens. Donc là, c'est le premier problème, c'est oui, en effet, la non-représentativité, mais je pense que c'est la trahison globale de tout ce qui pourrait représenter la société, trahison des politiques, trahison des syndicats, trahison également des artistes, qu'on a finalement très peu attendu, alors que là, c'est une cause qui n'est pas engageante scientifiquement, mais qui est engageante socialement et humainement. D'où le fait qu'ils se soient retrouvés extrêmement isolés. Lucien. On se retrouve tout de suite dans le face-à-face d'André Berkoff avec Fabien Moine. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Nous irons à Savigny-sur-Orge chez Valérie, qui a beaucoup de choses à nous dire. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff sur Sud Radio avec Fabien Moine pour son livre Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde, fractal et chaos d'une société nouvelle aux éditions Exubi. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Valérie de Savigny-sur-Orge. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur Moine. Alors je voulais dire un immense merci à Fabien Moine pour son travail en faveur des soignants suspendus qui sont pour moi les vrais résistants actuellement. Mais je voulais aussi parler de tous ces soignants qui se sont fait vacciner contraints et forcés et qui sont allés le faire en larmes. Moi, j'ai ma fille qui est orthophoniste et ma nièce qui est secrétaire hospitalière et elles sont toutes deux allées se faire vacciner en pleurant, en ayant peur. Et je voulais aussi parler de tous ces soignants dont on ne parle pas, qui n'ont absolument pas adhéré à cette politique de vaccination forcée et qui ne sont pas du tout des anti-vax au départ, comme on a bien voulu le faire croire, pour les décrédibiliser. Voilà, donc merci Fabien Moine pour tout ce que vous faites et merci évidemment Monsieur Berkoff, voilà, pour aussi bien pour les soignants suspendus, mais aussi pour tous ceux qui ne l'ont pas été, mais qui se sont fait vacciner contre leur gré. Merci beaucoup Valérie, merci pour votre témoignage. Et effectivement, il ne s'agit pas de pro-vax ou anti-vax, il s'agit de dire où est la liberté, où gît la liberté et où gît la liberté de choix. Il est là le problème. Non, on ne va pas rentrer dans la polémique scientifique sur les vaccins. Il se peut, moi je n'ai pas d'avis sur ça, je ne suis ni épidémiologue ni médecin, il se peut que le vaccin ait protégé certaines personnes. Moi je ne suis pas, je veux dire, déterminé là-dessus, mais il est évident qu'il y avait un certain nombre de questions qu'on n'a pas pu poser, qui ne se sont pas posées et les gens qui doutaient ont été sanctionnés. Et ça, pour moi, c'est ça la chose la plus grave. Tiens. Merci. Merci beaucoup Julien. Merci à vous. Merci. On accueille Sylvie de Nérac. Bonjour Sylvie. Sylvie, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors encore vraiment un grand merci Monsieur Berkoff pour tout ce que vous faites, justement, toutes ces recherches sur le Covid, tous ces gens que vous invitez comme monsieur aujourd'hui. Ça va finir par se savoir. On va savoir tout ce qui s'est passé parce que c'est intolérable tout ça, comme vous dites, les soignants, les non-soignants. Je n'ai pas souhaité à un moment donné me faire vacciner, alors ça a été l'opprobre un petit peu sur moi. J'ai même des amis sympathiques qui me demandaient si je n'avais pas peur de mourir, donc non, j'ai pas eu peur de mourir, j'étais en bonne santé, donc voilà. Oui. D'un autre côté, je parle de tous ces gens que de nouveau on revoit sur les plateaux télé. On voit des urologues qui ont été les spécialistes du Covid pendant 2 ou 3 ans. J'ai l'impression qu'il y a 3 médecins en France qui interviennent sur les plateaux télé. Où sont les autres? Bonne question. Alors c'est vrai, vous en parlez beaucoup dans votre livre, donc des médecins de plateau, Fabien Moine, des médecins de plateau comme aujourd'hui nous avons des généraux de plateau. Je veux dire, on a vraiment les grands spécialistes qui n'ont pas Excusez-moi, Monsieur Berkoff, vous disiez tout à l'heure tous ces gens qui ont des vues sur tout, et je rajoute
rajouterais qu'ils ont surtout des vues. Oui, c'est pas mal. Des vues surtout et oui. Et peut-être et surtout des viands. Enfin, c'est encore une autre histoire. Mais Fabien Moine, alors effectivement, vous dites d'ailleurs, vous parlez longuement de cette espèce d'extraordinaire message univoque médiatique avec ces médecins de plateau. Et j'avoue que j'ai participé à certains débats. J'étais assez soufflé quelquefois parce que c'était toujours dans le même sens. Exactement. Au tout début, il y a eu un petit peu de dissensus et tout de suite, c'était à 5 contre 1. Vraiment une meute sur celui qui est alors professeur Combe, professeur Toubiana, voilà, professeur. Ne parlons pas de Perron. Voilà, Perron, qui était le grand spécialiste des vaccins en Europe de l'OMS, qui est devenu tout de suite un vieux gaga, professeur Montagnier. Donc des gens, on a dit, bah voilà, ils ont une belle carrière, mais maintenant ils sont séniles, il faut vraiment plus les écouter. Et puis donc fallait se jeter dessus en meute. Et c'était des gens qui étaient spécialistes, ce que je dis souvent, du rectum et de la vessie, qui venaient leur donner la leçon. On peut saluer Laurent Alexandre au passage. Donc voilà, donc il a une zone de prédilection. Et là, il en sortait. Et puis, ils étaient réinvités, quand bien même ils n'avaient pas d'expertise. Et puis, on pouvait se permettre de moquer le CV et l'expertise de personnes qui avaient une autorité en la matière au niveau, pas national, mais mondial. Et donc, c'était de ce harcèlement médiatique-là sur ces individus qui avaient la compétence, amener aussi à la société, on va dire d'en bas, de faire la même chose avec celui qui questionnait. Et vous avez dit quelque chose de très bien, c'est que le doute n'était plus permis. Alors que la science, c'est fondamentalement c'est l'interrogation permanente. Ouais. Et donc même entre soignants, on pouvait plus douter. Là, tu trouves pas que non, c'est comme ça. T'as lu le rapport d'autorisation de mise sur le marché? Non, mais c'est comme ça. On va dire c'est la loi. Et on est devenu quelque chose où il y avait plus d'esprit critique, plus de dissonance, plus de discussion, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est que travailler de manière collaborative dans un service hospitalier? Ce serait réunir autour d'un dossier patient, puis te dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu crois que c'est ça. Et là, il n'y avait plus de dissensus possible, et ça, c'est mortifère. Et je voudrais rebondir sur les propos de Valérie, je crois, qui disait, il y a beaucoup de soignants qui ont été la mort dans l'âme. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, j'y suis allé en pleurant. En pleurant, c'est horrible. Beaucoup de personnes vous ont dit ça. Ouais. Énormément. Et en fait, il y a beaucoup de soignants qui se disent, là, j'étais avec le chauffeur de taxi qui m'a amené ici. Il me dit, moi, je l'ai fait pour retourner chez moi au Maroc parce que ma femme est au Maroc, mais je voulais pas le faire. Mais si je veux voir ma famille, j'étais obligé. Ou alors, j'étais obligé de le faire parce que ma mère était en train de mourir en EHPAD. Je l'ai fait pour continuer de gagner ma vie parce que là, j'avais un énorme crédit. Et en fait, si on se rappelle bien, en janvier 2021, les 2 tiers de la population française y étaient absolument opposés, et c'est après des mesures coercitives. Donc c'est pas du libre arbitre, c'est pas du choix éclairé. C'est ça que le professeur Raoult a essayé de dire la semaine dernière, de dire là, dans un essai clinique, on ne peut pas contraindre les gens, il faut avoir leur consentement. Et là, on a eu une extorsion de consentement. Libre et éclairé, oui. Éclairé. Et on a le temps pour recevoir Brigitte du Pays Basque. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour André, bonjour Fabien, merci pour tout ce que vous faites et tout l'éclairage que vous donnez. C'est important d'entendre tout ça aujourd'hui. Moi je vous appelle parce que je suis thérapeute et j'ai des infirmières, des soignants qui ont été vaccinés, d'autres pas vaccinés, et je me rends compte que là il y a un gros problème dans la réintégration et je suis absolument pas d'accord avec certaines choses. C'est-à-dire que j'ai vu des soignants qui sont restés à l'hôpital, qui ont été peut-être aussi contraints d'être, et qui maintenant me disent « Ah ben oui, mais c'est pas normal que les autres reviennent. » Parce que nous, on a subi. Non, on a choisi aussi, plus ou moins forcé, parce que tout le monde n'a pas le choix aussi, n'a pas la possibilité de rester sans revenu. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui a été fait par les hiérarchies, c'est de montrer des boucs émissaires avec les soignants qui reviennent. Ils en ont bien bavé. Et donc maintenant, il ne faudrait pas se tromper de cible. Pourquoi tu as subi tout ça? Parce qu'on t'a contraint. Qui t'a contraint? Ta hiérarchie, les médecins. Et donc à un moment donné, il faudrait regarder les choses sous un autre angle et pouvoir accueillir ces gens aussi correctement, sans tenir compte encore de cette manipulation pour dire regardez, c'est eux les méchants. Oui, bien sûr. Merci Brigitte. Oui, juste, on arrive en fin d'émission, Fabien Moine. Cette réintégration, effectivement, il y a aussi ce problème qui est posé, parmi les problèmes. Oui, c'est ce que j'abordais en anticipation dans le livre, c'est que là c'est extrêmement dur ce qui se passe. La plupart des soignants suspendus autour de moi qui veulent retourner, alors il y en a qui sont tout de suite en arrêt maladie parce que sont complètement choqués.
Il y a des chefs de service qui les mettent au placard, on leur donne des missions ou des gardes un peu à la gomme. Il y a les collègues qui veulent plus leur parler. Et en fait, c'est plutôt que de faire l'autocritique d'un système ou au moins du service, on va s'en servir encore une fois comme bouquet d'émissaire, non pas du système, mais on va dire du service pour dire c'est de ta faute, tu nous as abandonnés et nous on a pris les risques pour toi. Ouais. En oubliant que s'il y avait une solidarité minimale de 5%, personne n'aurait été contraint, forcé. Puisque je le rappelle encore, au mois de mars 2021, il y avait un soignant sur 2 qui avait pris ce traitement en phase expérimentale. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est vraiment de la parole, de la médiation pour dire que chacun a souffert. Personne n'a été heureux dans cette histoire, en fait. Voilà où on en est, voilà où sont les choses. Vous voyez, c'est pas une question de vax ou d'anti-vax, c'est une question de savoir où placer son éthique, où placer le curseur, son éthique. N'oubliez jamais la phrase de Malraux, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous soutenir et à nous écouter. Et merci à Fabien Moine pour son livre « Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde, fractal et chaos d'une société nouvelle » aux éditions Exuvie. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio.